Salut camarades. Je devais parler de Marco Polo, sauf que parler de Marco Polo, ça signifie donc étudier Marco Polo, et étudier Marco Polo, ça signifie étudier l'histoire de l'Empire mongol, donc la conquête de la moitié de l'Eurasie, en gros, l'Empire latin de Constantinople, l'Empire byzantin de Constantinople, les États latins d'Orient et la suite historique après ce qu'on a vu ensemble, l'implication de Saint-Louis et de sa fratrie dans le contrôle de la Méditerranée au XIIIe siècle, le posage de burnes papales en mode « c'est nous les boss, les empereurs germaniques, on les emmerde », on a une vocation universelle, et enfin, la complexe et très ancienne histoire de Venise. Donc en un mois, c'était un tout petit peu short. Mais pour rester dans le même thème, et insister sur le fait que oui, Marco Polo est loin d'être le premier occidental à foutre les pieds en Extrême-Orient, eh bien on va parler de Jean de Plancarpin, un gentil petit moine franciscain parti à la demande du pape à la rencontre du grand khan mongol 26 piges avant Marco Polo. Non seulement pour remettre des lettres à ce cher grand khan mongol, mais pour une mission un petit peu plus spéciale que ça. « 26 piges, c'est peu, mais ça change tout. Quand Marco Polo part chez les Mongols, il pense commerce, éventuellement conversion du grand khan, alliance de revers contre les Mamelouks, et si son voyage est long et difficile, il balise pas tant que ça, parce que les Mongols, ils font moins peur qu'avant. Mais du temps de Plancarpin, en 1245, l'ambiance n'est pas du tout la même. Les Mongols collent une ambiance invasion fin du monde qui fait flipper tout le monde. Avec 2-3 au milieu qui essayent de garder la tête froide. C'est vrai. Qu'est-ce que je vous disais ? Notre dernière heure a sonné. Vous allez vous calmer ou pas ? En effet, pour la faire courte, on est en pleine période d'expansion mongole. On y reviendra sans doute un peu plus avant un jour, mais en gros, depuis le Kuriltai, l'assemblée des chefs de 1206, un certain chef mongol du nom de Temujin est devenu Chinggis Khan, que l'on peut traduire par Khan océanique ou Khan terrible, donc empereur océanique, empereur terrible, etc. Il a unifié les tribus mongoles et non mongoles, et depuis, ses troupes, dirigées par ses fils et ses petits-fils, ont conquis le nord de la Chine, la Perse, le Khwarezm, le Caucase, etc., allant jusque dans l'actuelle Russie, où, en 1223, deux généraux, Djebé et Subotei, ont poutré les princes russes près de la rivière Kalka. Première stupeur européenne. Mais ce n'est pas tout. Suite à ça, en 1236, les Mongols, après avoir, comme à leur habitude, considérablement et patiemment planifié leur prochaine expédition, repartent en direction de l'Europe, poutre la gueule des Russes, mais ne s'arrêtent pas là et continuent, allant attaquer les Polonais, les Hongrois et même les Teutoniques en 1241, qu'ils vont battre à plate couture avant de rentrer s'installer tranquillou entre Dniestre et Volga en 1242. Du coup, chez les Occidentaux, on n'en est plus à la stupeur, on est terrorisé et scandalisé. Parce que bon, les Russes, ce sont des bons ariens d'orthodoxes, des bouseux d'hérétiques, mais les Polonais et les Hongrois, c'est des comme nous. Riche comme moi, et catholique comme tout le monde. Pas comme tout le monde, monsieur. Là-dessus, la papauté, qui a pour big boss du moment Innocent IV, est en pleine bourre et cherche à revendiquer un statut universel de chef incontesté du monde chrétien, au point même du coup de se friter avec les empereurs germaniques, comme par exemple Frédéric II, dont j'espère un jour on reparlera. Et du coup, par rapport à ce qu'ont fait les Mongols, il faut bien taper du poing sur la table, histoire de montrer qu'on est un grand patron. C'est pourquoi, ni une ni deux, enfin en 1245, donc 4 piges après quand même, Innocent IV à Lyon prend sa plus belle plume et son plus bel encrier et écrit 2 lettres au Khan. Mais attention, ça va barder, hein. La première lettre pour le Khan décrit les principes fondamentaux du christianisme catholique romain, dans l'optique évidemment d'essayer de le convertir, on sait jamais, ça pourrait faire plaisir, et la deuxième lettre, elle, s'indigne de ces massacres injustifiés, exigeant des explications. Elle écrit aussi, du coup, qu'on va lui envoyer des émissaires spéciaux pour comprendre pourquoi il a fait ça, pour lui dire aussi de ne pas recommencer, et pour lui rappeler que ce n'est pas parce que Dieu a permis qu'il fasse de telles horreurs une fois, que ça ne va pas lui retomber sur la gueule, et pour qu'enfin, tous ensemble, ils fassent la paix dans l'harmonie et l'amour. Y a pas de doute, hein, on est sur un leader charismatique et un message fort. Pourquoi vous faites ça? C'est pas très bien d'être méchant. Faut donc trouver des osios pour expédier ces missives capitales. Puis il faut qu'ils soient motivés, parce que Lyon, Karakorum, la capitale mongole, ça fait quand même dans les 8600 bornes. Et finalement, faut qu'ils soient encore plus motivés que ça, pour la bonne et simple raison que Karakorum, ils savent même pas que ça existe. Donc ils savent même pas où ils vont, les mecs. Donc conséquemment, on sait qu'ils vont se retrouver à avancer de horde mongole en horde mongole, chaque chef les renvoyant à un autre chef, soit plus compétent, soit plus important, un petit peu comme dans l'administration française, vous savez, on vous renvoie de service en service indéfiniment, etc. Donc il va falloir trouver des cadors. Or, à ce moment-là, justement, depuis peu, sont apparus des champions de la conversion, de la non-violence, de la diplomatie et de la randonnée pédestre,
Les frères mineurs, les franciscains si vous préférez, un ordre mendiant fondé en 1210 par Giovanni di Pietro Bernardone, ou si vous la jouez plus franchouillarde, Saint François d'Assise. À une époque où l'Église s'en met plein les fouilles et où on se rend compte avec le recul que non, les croisades ne sont pas le moyen le plus efficace pour faire revenir des peuples dans l'obédience papale, ou faire venir de nouveaux peuples dans l'obédience papale, eh bien Giovanni, renommé Francesco par son père, a donc fondé un ordre religieux mendiant dont les principes fondamentaux sont pauvreté et simplicité évangélique. Devenu très vite populaire grâce à ça, ils se firent aussi missionnaires avec des hauts, comme par exemple Saint François lui-même allant taper la discute avec le sultan Al-Kamil en Égypte en pleine 5e croisade contre lui, ce qui est assez couillu, et des bas, comme par exemple les premières missions franciscaines en Allemagne, où on les a pris pour des hérétiques et où du coup on les a massacrés sans qu'ils puissent se justifier, parce qu'ils ne parlaient pas allemand. Voilà. Ah, c'était les débuts, c'est-à-dire qu'ils n'avaient pas encore tous les petits trucs de missionnaires, comme parler la langue. Abjure ta foi en Belzébuth, et tu mourras pardonné. Mais tu ne comprends pas le français, tête de veau! C'est donc à des membres de cet ordre, ainsi qu'à ceux d'un autre ordre mendiant, les dominicains, apparus en 1215, rivaux éternels des franciscains, qu'Innocent décide de refiler le bébé. Missionnaire, humble, pauvre, habitué à se taper de longs trajets et partant du principe que le martyr, de toute façon, ça fait partie du métier, que demander de plus? Puis quitte à en envoyer chez les Mongols, il va aussi en envoyer chez les princes et évêques russes afin qu'ils rejoignent l'église de Rome, chez le catholicos-arménien, en Égypte, etc. Dans une perspective universelle, à la veille du concile de Lyon de 1245 où justement le pouvoir papal va chercher à s'affirmer, autant en mettre plein la vue à tous les chrétiens en montrant que le pape se soucie vraiment de rallier toutes les brebis égarées du monde entier dans la maison de Dieu. Le marketing, les enfants, c'est important. Les franciscains et dominicains choisis pour ces missions, qui sont d'ailleurs globales et non spécifiquement attribuées à chacun d'entre eux, autrement dit ils choisissent à la carte ce qu'ils se sentent de faire, sont donc Laurent du Portugal, Dominique d'Aragon, André de Longjumeau, Asselin de Crémone et notre préféré Jean de Plancarpin, qui d'ailleurs s'appelle Giovanni d'Alpiano dei Carpini, mais vous connaissez les Français, c'est-à-dire qu'ils sont là, Giovanni d'Alpiano, oh là là, c'est moche, non, on va plutôt l'appeler Jean de Plancarpin, parce que de toute façon l'italien c'est pas beau et le français c'est joli. Bien que ça qui se parlera dans plusieurs siècles, alors on va l'appeler comme ça, c'est plus simple. Donc notre cher Jean se choisit un compagnon, Benoît de Pologne, éventuellement un deuxième, donc tous les deux franciscains mais on connaît pas le nom du deuxième, et voilà donc nos petits moines partis le 16 avril 1245 à l'aventure depuis Lyon. Nous marchons à pied. J'opterai donc pour un surnom en rapport, les petits pédestres. Mais pourquoi l'avoir choisi lui comme gonze du coup? Non, parce qu'il est pas tout jeune, Jeannot, il est né dans les années 1180-1190, comme Saint François, il est d'ailleurs né près de Pérouse, comme Saint François, et d'ailleurs il s'appelle Giovanni, comme Saint François. Bref, ça veut dire qu'au moment de la mission, il a quand même dans les 60 piges. Or à l'époque, faire à un mec de 60 berges 8600 bornes, c'est quand même particulièrement de la violence sur personnes âgées. Et bien pourtant, on l'a choisi lui parce que c'est un excellent missionnaire, un excellent diplomate, et parce qu'il s'est déjà fait beaucoup de bonnes relations au cours de ses premières missions. Et en plus de ça, vachement prestige, c'est l'un des premiers compagnons de Saint François. Sacré curriculum. On le voit ainsi participer à la seconde expédition franciscaine en Allemagne en 1221. J'imagine qu'entre-temps le quiproquo a été réglé. Ah, mais vous n'êtes pas hérétique, en fait? Non, désolé, je ne parlais juste pas allemand. Ah, autant pour nous, un petit peu trop de sel, sans doute. Bref, il devient donc si efficace là-bas qu'il est fait ministre provincial de l'ordre en 1223 en Saxe, chargé de développer la présence de l'ordre dans la région, puis en Allemagne en 1228, en Espagne en 1230, et enfin à nouveau en Saxe vers 1232. Or, depuis la Saxe, il a envoyé de nombreux autres frères franciscains en Pologne, en Bohême, en Hongrie, etc., entretenant de très bonnes relations avec les différents souverains et ducs de ces régions, ce qui lui sera d'une aide très précieuse quand il partira chez les Mongols. J'ai des relations, des gens très haut placés, qui peuvent vous faire de très graves ennuis, des gens de haut rang. Oui, parce qu'en plus, c'est lui de son plein gré qui a décidé d'aller crapahuter chez les Mongols, et ses contacts justement vont lui permettre d'atteindre Kiev, la plus importante ville russe d'alors, déjà soumise aux Mongols, puis le premier poste de garde mongol, le tout sans encombre, ce qui constitue un foutu exploit, parce que déjà que les routes médiévales sont pas sûres, mais alors en plus celle-là, elle se tape des raids mongols et des raids de lituaniens païens. Donc autant vous dire que traîner ses miches sur les routes de campagne à l'époque, c'était pas champêtre. Mais en plus de ça, ces fameux contacts vont surtout lui permettre d'en apprendre plus sur ce fameux peuple mongol qu'aucun occidental n'a jamais vraiment approché. Et donc il va en apprendre plus sur leurs princes, leurs coutumes, leur pays, etc. Et toutes ces informations, on les retrouve dans son bouquin avec des termes directement transcrits du russe, du polonais, du hongrois. Ce qui montre bien, où il les a apprises. Hein ? Eh ben oui, c'est vrai, je vous ai pas dit, il a écrit un bouquin. Voilà, ça vous êtes au courant.
En effet, de retour de son voyage de 2 ans, 1245-1247 à Karakorum, capitale donc de l'Empire mongol depuis Ögedei, le fils de Chinggis Khan, eh bien il écrira un bouquin, Histoire des Mongols, et pas que pour des raisons de curiosité ethnologique. Parce que tout à l'heure, quand je chambrais les lettres d'Innocent IV pour le Grand Khan, je ne précisais pas une chose. Les missionnaires qui devaient se taper de partir à la cour mongole ne devaient pas juste apporter des lettres et discuter paix et amour avec le souverain le plus puissant du moment. Ils y allaient aussi pour espionner. Est-ce que vous préparez un sale coup? Comment? Est-ce que vous préparez un sale coup? Un sale coup, comment vous voulez dire? Non? Mais non quoi? Merci. Bon, espionner c'est peut-être un bien grand mot, disons qu'il devait se rencarder un maximum afin d'apprendre à mieux connaître cet ennemi jusqu'alors parfaitement inconnu au bataillon. Il fallait donc les observer, comprendre leurs points faibles, leur stratégie martiale, etc., afin de pouvoir mieux se préparer à subir une invasion quand ils reviendraient, histoire de leur péter la gueule, parce qu'on était persuadé à l'époque qu'ils allaient revenir. D'ailleurs à juste titre, on y reviendra. Et vu que jusque-là les tentatives officielles d'ambassade vers les Mongols n'avaient pas été de franc succès, on s'est dit que leur envoyer des moines, puisqu'ils foutent la paix aux religieux, et bah c'était une super couverture. C'est ainsi que Jeannot écrit son histoire des Mongols en 9 chapitres. Description de leur pays et de leur climat, description des populations, vêtements, mariages, description des cultes et des rites, description des mœurs, aliments et coutumes, description de l'histoire mongole en général, avec notamment tous les noms de princes et les rapports entre eux, vachement pratique pour l'époque, description de leur stratégie martiale et de leur armement, description de leur rapport aux pays soumis et vaincus, et enfin, comment s'adapter à leur technique de combat pour mieux les vaincre. Et les plus mathématiciens parmi vous, les autres allez vous coucher direct, vous m'avez l'air fatigué, auront constaté que je n'ai cité que 8 parties, pas 9. Il en manque une. Vous êtes sort? Tout à fait ça. Sa première version ne comportait en effet que 8 chapitres, un rapport en somme. Mais quand il eut plus de temps, il rajouta ce dernier chapitre où il raconte le long périple qu'il a fait jusqu'à la cour du Khan. Et ce récit est un témoignage particulièrement précieux et particulièrement unique en son genre, qui apporte beaucoup aux 8 autres chapitres, faisant de l'ensemble du bouquin une mine d'or toujours aussi indispensable aujourd'hui aux différents historiens qui essayent d'étudier l'histoire mongole. Typiquement, outre les premières descriptions connues en Europe des Chinois ou des Mongols, que ce soit dans leur quotidien ou à la guerre, outre aussi les fameux passages médiévaux obligés sur les peuplades avec une seule jambe et un seul bras, ou encore les contrées où le soleil se lève en faisant tellement de bruit que ça rend les gens soit sourds, soit fous, soit morts, et donc ils vivent sous la terre, enfin bref. Outre les légendes qu'il a entendues en chemin et surtout à la cour du Khan, et qu'il a la clarté d'esprit de remettre un petit peu en question, son dernier chapitre nous livre un récit poignant et authentique. Étant ambassadeur déjà, lui et ses compagnons ont bénéficié du système de relais de poste mongol, le YAM, pour faire Kiev-Karakorum en seulement 5 mois et demi. C'est énorme. Je rappelle que Marco Polo, pour faire Acre-Pékin, il a mis quand même 3 ans et demi. Bon, en même temps, Polo, il s'est un peu arrêté partout pour faire le touriste, faut dire ce qui est. Rendez-vous compte de la magnificence de ces colonnades. L'imposant ne le dispute-t-il pas la majesté? Non, mais non! Non? Non, mais vous pouvez pas rester une demi-heure sur chaque baraque! Durant ce voyage express, Jean prend malgré tout le temps de nous décrire ce qu'il a vu et ce qu'il a rencontré, comme par exemple les différentes hordes et différents campements des grands chefs mongols qu'il a croisés, évoquant l'habitude mongole de manquer de respect aux ambassadeurs, par exemple en leur filant peu à bouffer, ce qui justifie que je l'appelle désormais Jean Planchapin, ou encore le fait de demander des cadeaux aux ambassadeurs, que l'on soit chef ou esclave. Et là-dessus, encore une fois, il a eu beaucoup de bol d'avoir pu discuter avec ses contacts est-européens qui lui ont expliqué tout ça, parce que s'il était venu les mains vides, il aurait eu beaucoup plus de mal à continuer son périple. À côté de ça, il évoque des choses plus communes chez les Mongols, comme par exemple le fait de passer entre deux feux pour se purifier, ou le fait de ne pas marcher sur le seuil de la yourte parce que ça porte malheur et puis c'est passible de mort, tout simplement. Mais des témoignages comme ça, on en a plein. Ce qui rend celui-ci particulièrement exceptionnel, c'est le fait que Jean a assisté, par le plus grand des hasards, à un événement très solennel et très rare. En effet, le grand Khan Ögedei est mort en 1241, ce qui fera dire à Jean qu'il a été empoisonné, et que c'est sa mort qui mit un terme à l'invasion de l'Europe de 1241, les chefs de l'expédition voulant rentrer dardard au pays pour procéder à l'élection du prochain grand Khan. Thomas Tanaz, lui, qui est quand même un spécialiste du sujet, y voit plutôt une simple coïncidence, au sens où certes, bah oui, les nouvelles circulaient vite, mais pas non plus à ce point-là, ils avaient pas la 4G les mecs, mais en plus de ça, les Mongols avaient cette habitude qui peut nous paraître déconcertante, d'arrêter brusquement une invasion, de reculer, et de la reprendre quelques années plus tard. Ah, ils étaient pas pressés les gonzes, hein. On a le temps, faut prendre son temps. Faut prendre le temps de prendre son temps. Bref, Ögedei mort, c'est sa veuve Toregene Khatun qui, après avoir viré une autre veuve, les Mongols étant polygames, va régenter jusqu'en 1246, date de l'élection de son fils Guyuk comme grand Khan.
Alors Gouyouk, il a 40 piges à ce moment-là, hein, imaginez pas que c'est un joyeux petit bambin. Et c'est pendant sa grande intronisation, pendant le grand Kuriltai de l'été 1246, donc le grand rassemblement des chefs mongols de 1246 à Karakorum, auquel sont aussi conviés des ambassadeurs des 4 coins de l'Eurasie, que débarquent plus ou moins par hasard nos petits franciscains, qui n'étaient pas spécialement au courant. Mais du coup, des descriptions d'un événement pareil avec des tentes accueillant plus de 2000 personnes, des chevaux recouverts d'or, des tenues d'apparat magnifiques, des trônes incrustés de pierreries, etc., et bah on n'en a pas des masses. Ce qui fait de ce bouquin une pure petite perle. D'ailleurs, à cette occasion, les franciscains flippent pas mal. Vous vous souvenez a priori que le but de ce voyage était de savoir comment vivent les Mongols pour apprendre à mieux se défendre si jamais ils reviennent en Europe, et accessoirement de savoir s'ils comptent revenir en Europe. Et bien là-dessus, dès son intronisation, notre cher Gouyouk donne clairement le ton. Il fait brandir les étendards en expliquant qu'il va très vite repartir botter des culs à l'ouest. Alors beaucoup pensent qu'il s'agit là d'une menace contre son cousin Batou, un autre descendant de Chinggis Khan, qui est fondateur de la Horde d'Or, qui avait beaucoup de pouvoir et qui aimait régulièrement emmerder ses cousins, mais d'autres pensent que s'il parle de relever les étendards pour les botter des culs à l'ouest, et bah c'est bel et bien pour aller ravager l'Europe avec ses troupes. En attendant, malgré la volonté plus ou moins avérée de Gouyouk d'aller faire du tourisme de masse en force chez eux, ils finissent quand même par lui fourguer les lettres, parce que bon, ce serait con de repartir avec après 8600 bornes. Ils décident aussi de lui présenter leurs félicitations et de lui parler un petit peu de l'Europe, sans évidemment évoquer les gros problèmes qui y sévissent, histoire de pas trop attirer l'attention du Khan. Gouyouk les écoute poliment, sans jamais leur parler directement comme le veut l'étiquette, puis finit par les faire poireauter quelques mois avant de leur refourguer sa réponse pour le pape. Et elle est funky la réponse. En gros, ça dit « T'es Mimi, mon grand, mais si tu veux la paix, ramène ton boule pontifical ici pour me rendre hommage avec tes sous-fifres, puisqu'il ne peut y avoir qu'un seul grand Khan sous le ciel, et c'est moi. Ensuite, bon, me convertir, mais je vois pas à quoi ça pourrait me servir, personnellement, je vois pas pourquoi votre dieu serait meilleur que les autres, sachant que vous êtes Mimi, m'expliquer que votre dieu c'est le seul vrai dieu, tout ça, mais nous, on a conquis la moitié du monde avec le nôtre, et ça s'est très bien passé. Vous, pour le moment, bof, donc pas la peine de la ramener avec votre seule vraie foi. Ensuite, si tu veux savoir pourquoi j'ai fait buter tes Polonais et tes Hongrois, bah, dis-toi que moi j'aimerais comprendre pourquoi ils ont buté mes ambassadeurs. Sur ce, donc, évite de la ramener, me parle pas trop mal, et si tu veux pas prendre une taloche, viens donner la papate papale. C'est donc ainsi que Jean et ses compagnons de voyage repartent pour se retaper le voyage en sens inverse, après avoir d'ailleurs refusé la gentille proposition de Gouyouk d'être accompagné par des ambassadeurs mongols. Déjà parce que tout simplement il n'y a pas besoin d'être 12 pour porter une lettre, faut pas déconner, et surtout parce que Jean Finlimier a bien compris qu'il valait mieux ne pas ramener dans ses basques des petits espions mongols, qui en plus, vu leur arrogance, risqueraient fort de se faire massacrer en Europe, ce qui ne manquerait pas de déclencher une guerre. Donc dans le doute, ils préfèrent rentrer peinard. Ils arrivent donc enfin à Lyon en novembre 1247, et même si la réponse tatare froisse un petit peu la morgue papale, au moins le but est accompli. Jean a réuni plein d'infos sur les Mongols, et au retour, il a même discuté avec les princes et évêques russes afin de les ramener au catholicisme. Innocent IV est donc très content, en profite une dernière fois pour lui demander d'aller dissuader Louis IX de partir en croisade, on sait déjà que ça ne marchera pas des masses, et enfin pour le remercier de ses bons services, l'enverra finir ses jours, puisqu'il mourra en 1252, dans l'évêché d'Antivari en tant qu'évêque, dans les Balkans. Les mecs d'ailleurs ont dû être un chouïa surpris de voir arriver ce petit vieux habillé pauvrement et marchant en sandales. Mais bon. Ah, c'est vous l'évêque. Mais attendez, du coup il manque un truc, il n'y avait pas une histoire d'invasion mongole de l'Europe? Eh bien si, sauf que bon, il est bien mignon Gouyouk à monter sur le trône à 40 piges, sauf que du coup, à 42 il est mort, d'empoisonnement ou de maladie, en 1248, et conséquemment, ses projets ils ont été tués dans l'œuf. Et après ça, les Mongols se sont concentrés sur leurs luttes intestines, plutôt que sur les conquêtes extérieures, ce qui a permis à tous un certain répit, assez bienvenu, et après ça, c'est une nouvelle branche Chinggis Khanide, celle des fils de Tolui, un autre fils de Chinggis Khan, qui est monté sur le trône mongol en 1251 avec Mongke, puis en 1260 avec son frère Kubilai, l'employeur de Marco Polo, qu'on retrouvera donc plus tard. Ainsi donc, tout est bien qui finit bien, et la boucle est bouclée, pour ainsi dire. Le problème, c'est que tout ça, on n'a pas de Jean de Plancarpin pour nous le raconter. Pourtant, un an après la mort de Jean, donc en 1253, il y a un autre franciscain qui est parti chez les Mongols, qui s'appelait Guillaume de Rubruck, et qui apparemment en a rapporté un témoignage particulièrement précieux aussi. Peut-être même beaucoup plus précieux, selon certains. Mais ça, on le verra la prochaine fois.
Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout, j'espère qu'elle vous a plu. Comme d'habitude, n'hésitez pas à vous abonner. Un énorme merci aux tipeurs aussi, vous êtes vraiment de plus en plus nombreux, c'est très très chouette. À chaque fois je vous dis juste merci, mais sachez que ça vient vraiment du cœur. Si jamais l'envie vous en prend vous aussi, et vous en avez les moyens, vous pouvez me faire un don donc sur le site Tipeee. Pour la suite des vidéos, je sais pas en fait si je vais étudier Marco Polo, parce que c'est un sujet, c'est pas qu'il est casse-gueule, c'est qu'il est moins vendeur qu'il n'y paraît, enfin en même temps il est, comment vous dire ça simplement. Bon, en gros, ce que je disais au début de la vidéo, à savoir qu'il faut parler de tout ça, etc. pour parler de Marco Polo, en fait c'est juste qu'il faut parler de tout ça. Polo, on n'en sait rien, donc en fait parler de lui, ça revient juste à parler des routes de la soie. De ce que j'ai lu pour le moment, je sais pas trop, donc j'hésite encore, je suis toujours en train de l'étudier, en train de ficher mes bouquins, etc. Donc voilà, on verra. J'ai oublié de préciser que oui, ce qui m'a retenu aussi avant de bosser sur ce projet-là, j'ai donc coécrit une vidéo avec Nota Bene, pour sa chaîne Nota Bene, donc sur des morts épiques de l'histoire. C'est aussi pour ça que ça m'a aussi pris du temps, donc c'est aussi pour ça que j'ai pu un peu moins me concentrer sur Marco Polo. Du reste, prochaine vidéo donc sur Guillaume de Rubruck, je la ferai j'imagine au mois de juillet, peut-être au mois d'août, ça dépend. Ça dépend aussi des chaleurs de tournage, puisque là par exemple il fait dans les 30 degrés, 32 degrés, ça fait un petit peu beaucoup. Pour le tournage ça se voit un peu. Très bon été à vous. Bon courage pour ceux qui passent le bac, le brevet, etc. D'autres examens, des partiels, des concours, big up, vous êtes les meilleurs, tenez bon. Et sur ce, camarades, à la prochaine fois, passez un bon été et profitez bien. Ciao.